bienvenue dans la pause fitness. Alors, ce podcast est réservé à ceux qui veulent améliorer leur nutrition, leur entraînement et aussi peut-être leur style de vie. Donc pour tous ceux qui me suivent depuis quelques temps déjà, vous pouvez me laisser une petite évaluation sur la plateforme de podcast de votre choix. C'est ce qui m'aide le plus. Allez, on démarre l'épisode. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Nouvel épisode aujourd'hui. On va parler de mourir moins vite, d'aliments pour le cerveau et de muscles cardiaques qui pourraient s'hypertrophier sans faire du sport. Bon, j'espère que vous avez passé un bon week-end, que vous avez pu profiter du beau temps. Alors ici, il y a eu beaucoup de vent, donc c'était pas super agréable, mais par contre très beau. Donc j'ai pu faire à peu près 5 heures de planche à roulettes. Voilà, donc mon cardio était sous forme de skate ce week-end. Et d'ailleurs, il y a une personne qui m'a recommandé de tester le pump track dans les commentaires Instagram, je crois. Donc il se reconnaîtra. Et j'ai testé, et c'est vrai que c'est hyper intéressant. Moi, je m'en sers quand il y en a à disposition pour les échauffements, parce que c'est pas trop violent pour les articulations et ça permet de bien faire monter en tension les quadris, quoi, les quadris et les fessiers. Pour le skate, toujours pareil, pas pour la muscu. Sinon, ce week-end, j'ai rajouté une séance de muscu en circuit dimanche matin, en plus du reste. Voilà. Donc, et d'ailleurs, pour ceux qui me posent la question, je fais à peu près 5 à 6 heures de muscu par semaine, parce que c'est une question qui revient souvent en ce moment. Parce que les gens pensent que c'est annule et remplace quand on fait un autre sport, on enlève de la muscu. Moi, c'est pas mon cas, je vous le dis tout de suite, c'est 5 à 6 heures de muscu par semaine et 5 à 7 heures de cardio / skate par semaine. Voilà. Bon, ceci étant dit, je pense que beaucoup s'en foutent en fait de ma vie. Et le podcast du jour, ça va être beaucoup. Il y a beaucoup d'ironie dans mes sous-titres que j'ai donnés. Même si mourir moins vite, aliments pour le cerveau, etc. Finalement, c'est pas faux, mais c'est pour un peu réduire les arguments à des choses un peu plus simples. Alors le premier article, c'est un article de la nutrition.fr de mémoire de qui est-ce, de Juliette Pouillat, voilà, journaliste scientifique. Alors, en fait, il se base sur l'alimentation acide. Le titre de l'article, c'est mortalité augmentée avec une alimentation acidifiante. Alors, il y a plusieurs points dans l'article, on va les prendre un par un. Donc, il commence, l'équilibre acide-base de notre organisme est influencé par notre alimentation, qui peut être soit acidifiante, donc typiquement avec de la viande, du fromage, des produits céréaliers, du sel, des produits salés, soit basifiante, donc plutôt des fruits et des légumes, des eaux minérales bicarbonatés et du potassium. Un déséquilibre acido-basique peut entraîner une acidose métabolique chronique, surtout chez les personnes âgées et avec une fonction rénale réduite. Le déséquilibre acido-basique est lié à une augmentation du risque d'hypertension, de diabète de type 2 et de dégénération des os, dégénérescence, je sais pas si on pourrait pas dire ça plutôt, des muscles et des reins. Une étude iranienne a montré un lien entre une alimentation à charge acide élevée et à la mortalité due aux maladies cardiovasculaires. Donc, globalement, j'ai pas fini les citations, mais là je fais une petite parenthèse au milieu. L'alimentation acide, donc viande, fromage, produits céréaliers, sel, produits salés, globalement, c'est l'alimentation que vous retrouvez dans le caddie des Français, j'aime pas le dire, mais du français moyen, voire même moyen ou grand ou petit. On retrouve ça, la viande, le fromage, déjà, on est en France, quoi. Donc, ok. Produits céréaliers, il y a qu'à voir le petit déjeuner des Français, adultes ou enfants, c'est très souvent des produits céréaliers. Le sel, le sel, il y en a partout. Et les produits salés, alors qu'est-ce qu'ils entendent dans produits salés? Est-ce que c'est les chips et tout ça? Ou est-ce qu'ils mettent aussi les petits gâteaux, le pain? Parce que c'est un produit salé, le pain. Et toutes ces choses-là. Bon.
Et savez-vous pourquoi des personnes peuvent manger... Vous avez tous un collègue de travail ou une connaissance qui mange mais mal, mais pour lui, sa seule source de légumes, c'est des pommes de terre, quoi. Dans sa tête, les pommes de terre, les pâtes, le riz, ce sont des légumes. Et qui pourtant se porte pas si mal que ça depuis un certain temps. Enfin, depuis toujours. Parce qu'en fait, si vous voulez, on a des réserves minérales et qu'on peut s'user, c'est-à-dire qu'on peut accélérer la décharge de ces minéraux, la décharge de ces ressources, en gros, de l'organisme, de manière rapide quand on a une alimentation comme ça. Je m'explique. C'est-à-dire qu'une personne qui mange mal peut pendant des années donner l'illusion que tout se passe bien, parce que son corps est en fait en train d'utiliser toutes ses réserves minérales, etc. En fait, toutes ces ressources pour maintenir l'équilibre, parce qu'il y a un déséquilibre dans l'apport alimentaire. Sauf qu'un jour, c'est stop. Quand il n'y a plus de réserve. Donc la personne se met à avoir des caries, se met à avoir des douleurs articulaires, osseuses, voire une pathologie inflammatoire, etc., quoi. Et ben, c'est peut-être elle a elle a surchargé son corps en acide, et puis bim, ça arrive, quoi. Bref, c'est pour ça que quand les gens vous disent « Ouais, mais lui, regarde, il mange n'importe comment, et pourtant il se porte bien », pour le moment. En fait, c'est juste que son corps est en train de tout faire pour le maintenir bien. Sauf qu'à un moment donné, il paiera la facture. Il faut toujours passer à la caisse à un moment donné. Et même quand on mange bien, on passe à la caisse tôt ou tard. Donc le déséquilibre, le déséquilibre acido-basique est lié à une augmentation du risque d'hypertension, de diabète de type 2 et de dégénérescence des os et des muscles et des reins. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure. Les aliments potentiellement inflammatoires tels que la viande transformée, les sources d'acides gras oméga 6 contribuent à une charge acide élevée. Donc une étude japonaise a démontré que le risque de mortalité toute cause est plus importante chez ceux qui ont une alimentation plus acidifiante. Plusieurs mécanismes pourraient expliquer ce lien, tels que l'augmentation du poids corporel, la résistance à l'insuline, le développement d'un diabète de type 2, l'hypertension artérielle ou le métabolisme lipidique altéré. Donc là, en fait, on voit bien que cette alimentation acide, c'est un phénomène en cascade. C'est parce que c'est pas parce que l'alimentation est fondamentalement acide, hein, même si il y a une cause à ça, mais il y a également le fait que qu'est-ce qui est acide, ce sont des choses qui peuvent mettre potentiellement en surpoids, vont avoir souvent des IG élevés, pas tous, mais souvent, causer de l'hypertension, enfin bon. Et de fil en aiguille, ça mène à... C'est un petit peu comme quand vous prenez, vous savez, dans les études, souvent ils disent, oui, ceux qui ne boivent pas d'alcool ont moins de problèmes de santé. Et si on peut pas s'attarder que là-dessus, il faut observer tout. Pourquoi ? Parce que les gens qui boivent, parfois, ce sont plus souvent des gens qui fument, et si vous mettez ceux qui boivent et qui fument, eh ben c'est souvent des gens qui ne font pas de sport, et les gens qui ne font pas de sport sont aussi souvent des gens qui ne mangent pas sainement, et de fil en aiguille, en fait, on en arrive à des comportements globaux plus qu'un seul facteur isolé, quoi. C'est ça, en fait, la grosse difficulté d'étudier les comportements humains. Bref. Cependant, ces facteurs ne peuvent pas entièrement expliquer la relation entre alimentation acidifiante et mortalité. Et d'autres mécanismes pourraient être en jeu, tels que la résistance à l'insuline favorisant des événements cardiovasculaires. Pour établir l'équilibre acido-basique, il est recommandé de consulter des conseils sur la mesure et le rétablissement de cet équilibre avec... vous avez aujourd'hui plein de bouquins sur l'équilibre acido-basique, mais mangez massivement des végétaux, surtout si vous mangez, surtout si vous êtes dans le monde du fitness, c'est-à-dire vous pratiquez de la muscu ou peu importe le sport, mais vous mangez de la viande, des protéines animales, des céréales et tout ça, des produits céréaliers et tout. Si vous voulez, alors j'ai pas envie de dire être tranquille, mais si vous voulez faire bien les choses, le légume, ça doit pas être un truc pour donner bonne conscience. C'est pas 3 feuilles de salade. C'est pas un verre de gazpacho. Des légumes, c'est la moitié de l'assiette. Il faut avoir massivement des végétaux dans l'assiette. C'est-à-dire que les portions... il faut. Je vous recommande, en tout cas, si j'étais à votre place, voilà, je préfère dire ça, comme ça au moins il n'y a pas d'ordonnance. Je vais vous dire tout de suite, moi ce que je fais, c'est à peu près 300 grammes de légumes par repas, minimum. Et oui, ça comble, ça apporte des fibres, et puis ça apporte entre guillemets, des bases, comme on dit. Et puis pareil, l'eau, la boisson du quotidien,
Ça n'est pas des sodas light, des choses comme ça, c'est de l'eau plate. L'eau plate doit être ce qui est consommé le plus largement dans le quotidien, quoi. Voilà. Allez, sujet suivant. Les aliments fermentés pour votre cerveau. Alors, j'enfonce une porte ouverte. Aujourd'hui, vous êtes tous au courant que d'avoir une alimentation fermentée sera riche en probiotiques. Ces probiotiques seront bénéfiques à votre santé intestinale qui, par effet ricochet, fera aller bien également votre organisme, vos défenses immunitaires, mais aussi votre cerveau. Pour avoir un bon gut feeling, comme on dit, gut, intestin feeling, ressenti, donc se sentir bien, avoir quand la digestion et le bide, tout se sent bien, on se sent bien aussi également dans la tête, souvent, et l'inverse est vrai aussi d'ailleurs, hein, quand on se sent mal dans la tête, ça peut avoir un lien sur le système digestif. Donc, il y a un article, les aliments fermentés pour votre cerveau, qui vient d'initialement de la Société de microbiologie. Donc la source c'est ça, donc en anglais ça donne quoi? Le titre exact c'est Kombucha to Kimchi, Which fermented food are best for your brain? Microbiology Society, c'est ça le titre. Alors on va voir un petit peu ce que ça donne. Les 8 points que j'ai récoltés dans cet article. Le premier, l'alimentation a un impact significatif sur la santé mentale et certaines études ont montré que certains aliments, en particulier les aliments fermentés, sont bénéfiques pour le cerveau. Bon, là, c'est rien de nouveau jusque-là, vous savez tout ça. Les aliments fermentés sont une source de tryptophane. Donc là, déjà, on tombe un petit peu dans une source autre. Parce que pour beaucoup, microbiote, machin, ok, c'est des probiotiques, mais le mot tryptophane, il n'était pas souvent venu s'inclure dans le discours des probiotiques. Donc les aliments fermentés sont une source de tryptophane. Tryptophane, qui, je le rappelle, précurseur un acide amine essentiel à la production de sérotonine, donc le tryptophane. Un neurotransmetteur qui influence divers aspects de la fonction cérébrale, y compris l'humeur. On a tous entendu, manque de sérotonine, ça va pas, bonne sérotonine, tout va bien. Bon, trop, ça va pas aussi. Hein. Bref, j'en étais ici. Des chercheurs irlandais travaillent sur une grande étude pour déterminer quels aliments ont le plus grand impact sur la santé du cerveau, en comparant les données de séquençage de plus de 200 aliments du monde entier. Les résultats préliminaires montrent que presque tous les aliments fermentés étudiés présentent un potentiel pour améliorer la santé intestinale et cérébrale. Les aliments fermentés à base de sucre et de légumes semblent avoir des effets particulièrement bénéfiques sur la santé intestinale et cérébrale. Les produits à base de sucre fermenté transforment le sucre en une multitude de métabolites bénéfiques pour l'hôte, malgré la mauvaise réputation du sucre. Les prochaines étapes de la recherche incluent des tests rigoureux des aliments fermentés les mieux classés à l'aide d'un côlon artificiel et de divers modèles animaux pour examiner comment ces métabolites affectent le cerveau. Donc l'auteur de l'étude, Ramya Balasubramanian, espère que ces résultats préliminaires encourageront le public à inclure des aliments fermentés dans leur alimentation comme moyen naturel de soutenir leur santé mentale et leur bien-être général. Alors en France, on est assez largement déshabillé. Alors mis à part le fromage et certains les yaourts bifido machin là, bifidus. Sinon, on est assez peu gourmand de choucroute hebdomadaire, de kimchi, de kombucha, de soja fermenté et tout. Enfin le soja, moi j'évite. Hein. Mais bon voilà. D'ailleurs, enfin bon, bref, je veux pas me relancer sur le sujet du soja, mais arrêtez de m'envoyer des études sur le soja en me disant que c'est génial quand le lien d'affiliation en bas, c'est l'industrie du soja, quoi. Enfin, il y a un moment donné, c'est pas possible. Enfin, quand je dis arrêtez, vous êtes pas nombreux, mais quelques-uns à me les avoir envoyés, je les ai lus, hein, mais moi, vous savez, quand il y a marqué en bas soja nutrition machin chose, je peux pas me dire qu'en fait celui qui vend des produits dérivés du soja va publier une étude et la rendre hyper populaire disant que c'est pro-œstrogénique, pro-féminisant et que il y a quand même des cas isolés, il y a des cas, hein, mais enfin moi je préfère m'en prémunir quoi. Bon bref,
c'est vrai que c'est pas évident d'inclure comme ça des aliments fermentés dans la diète quand on n'a pas été habitué. Moi, j'ai pris l'habitude d'acheter régulièrement de la choucroute. Le kimchi, je trouve que c'est excellent, hein, c'est super bon au goût, moi j'adore ça. Mais c'est pas hyper populaire, quoi. Déjà, la préparation est un peu complexe, on peut se le fabriquer soi-même. Je sais pas si on dit un ou une, mais je crois que c'est un du. Bon, bref. Et c'est pas assez populaire, on n'en trouve pas partout, quoi. Et celui qu'on va trouver, est-ce qu'il est vraiment bon? Donc c'est pas évident, quoi, hein, d'avoir des aliments fermentés dans sa diète. Alors moi, j'ai réussi à en trouver, comme je vous disais, et de les inclure. Mais je vous avais fait d'ailleurs un cours là-dessus sur comment en avoir régulièrement et tout ça. Allez voir sur le site, vous tapez probiotiques ou aliments fermentés, des choses comme ça, comme mots-clés dans la barre de recherche, vous trouverez ce que je vous propose. Enfin bon, on avait tendance à penser qu'il y avait que certains aliments fermentés qui pouvaient aider, mais là globalement ils auraient tous un intérêt pour vous aider, quoi. Après globalement que tout le monde connaît, yaourt, le kéfir, la choucroute, le kimchi, le tempeh, natto, kombucha, le fromage. On peut même trouver des olives fermentées, du pain au levain, donc sourdough, et ils appellent ça levure nutritionnelle, donc pas la levure chimique de grande surface, hein. Les légumes lacto-fermentés, alors ça, vous en trouvez dans les magasins bio, il y a plein de bocaux, vous avez la betterave, moi j'en ai acheté de temps en temps, des carottes et tout ça, mais le problème c'est que ça coûte tellement cher et il y a que dalle dedans. Quand vous mangez 300 grammes de légumes par repas, un bocal comme ça vous fait rien, et bon, c'est peut-être bien, alors pour agrémenter un autre plat peut-être, mais bon, vous pouvez pas vous nourrir que de ça, quoi. Après, il y a les poissons fermentés, le soja fermenté. Alors moi, la pâte miso, je l'utilise souvent pour les préparations. Vous savez, à la place des bouillons de cubes qui sont des trucs complètement transformés et tout, vous pouvez mettre de la pâte miso, qui est une pâte fermentée qui apporte pas mal de probiotiques, quoi. Bref, on passe au sujet suivant. Je vous ai donné quand même pas mal de pistes là pour votre caddie. Voilà. Donc la sédentarité serait hypertrophique. Alors hypertrophie veut dire développement entre guillemets dans le monde de la muscu, c'est prendre de la masse, hein. Donc plus de 80% des adolescents. Alors attendez, je donne ma source d'abord. Université de Finlande orientale. Donc j'en reviens aux notes que j'ai pu prendre. Plus de 80% des adolescents dans le monde n'ont pas suffisamment d'activité physique quotidienne selon les rapports et les directives de l'Organisation mondiale de la santé. Est-ce que vous avez entendu le chiffre ? 80% des adolescents dans le monde, pas assez d'activité physique. Quand on dit on voit plus les gosses dehors, les ados et tout, et que les gens disent c'est parce que tu te rends pas compte, machin, tu fais pas attention et tout. Non, il y en a moins. Enfin, alors il y a aussi le fait qu'aujourd'hui il y a beaucoup plus d'espace pour eux, donc du coup on les voit moins. Il y a vous savez comment on appelle ça ? Les city stades, les city machin là, on dit on va au city là, les micro terrains de foot, micro terrains de basket et tout. Bon, c'est bien, ça leur fait des espaces, mais globalement dans la rue, il y a pas souvent des gosses, quoi. Et notamment des ados. Alors ils doivent bien être quelque part, hein, mais j'ai peur qu'ils soient dans leur chambre sur leur smartphone. Donc l'inactivité physique est associée à plusieurs maladies non transmissibles chez les adultes, comme les maladies cardiovasculaires, le diabète de type 2 et le cancer. La plupart des études sur le comportement en matière de mouvement chez les enfants se sont concentrées sur l'effet de la sédentarité et de l'activité physique sur la santé cardio-métabolique. Il y a un manque de connaissances sur l'effet du temps sédentaire et de l'activité physique modérée à intense sur la structure et la fonction cardiaque chez les adolescents, en raison de la rareté des données sur le comportement en matière de mouvement et des évaluations échocardiographiques dans la population pédiatrique. L'étude en question a utilisé des données de l'université de Bristol et a inclus 530 adolescents âgés de 17 ans. Les résultats montrent que les adolescents passent en moyenne près de 8 heures par jour en position sédentaire et environ 49 minutes par jour en activité physique modérée à intense. Bon, après, ils sont à l'école, hein.
Mais bon, je serais curieux de savoir les jours où il n'y a pas école. Il a été observé que le temps sédentaire et l'activité physique modérée à intense étaient tous deux associés à une masse ventriculaire gauche plus élevée, ce qui indique un corps hypertrophié. L'augmentation de la masse cardiaque liée au temps sédentaire était 3 fois plus élevée que celle liée à l'activité physique modérée à intense. L'activité physique légère n'était pas associée à une augmentation de la masse cardiaque, mais elle était liée à une meilleure fonction cardiaque, donc on sent mieux, ton cœur se sent mieux en fait. Les chercheurs encouragent les experts en santé publique, les décideurs, j'aime bien les décideurs, les administrateurs et les enseignants des écoles secondaires, les pédiatres et les soignants à faciliter la participation des adolescents à des activités physiques pour favoriser un cœur en bonne santé. Bon, déjà c'est un âge où on a l'impression que la mort n'existe pas encore, en tout cas pas pour nous. Même si il y a des cas de dépression et tout ça chez les ados, qui sont assez violentes d'ailleurs. Mais globalement, moi, je faisais partie des gens je me pensais immortel à l'adolescence. C'était pas un truc, la mort ne me concernerait pas. Même si on sait que ça existe, mais c'est tellement lointain que c'est. Enfin bon, voilà quoi. Et leur faire prendre conscience de ça à un âge où c'est pas le moment d'y penser, ça va être compliqué. Donc c'est vrai que c'est plus intéressant de s'intéresser aux experts aux alentours pour les aider à s'y mettre un peu plus. Mais ce qui est quand même fou, c'est de voir que la sédentarité fait avoir un cœur, plus massif, alors qu'on pourrait se dire souvent, on dit ouais la muscu et tout, ça fait grossir le cœur, attention, le cœur n'a plus de place et tout. Bon, avec les produits dopants et tout, ça doit pas arranger les choses aussi, hein. Mais bon voilà. Et là, le fait de rien foutre, ça crée un cœur c'est plus massif quoi. Donc la sédentarité abîme le cœur. C'est quand même quelque chose d'assez nouveau dans le discours ambiant, quoi. Je sais pas si parmi vous il y a des végétariens qui font des prises de masse, mais en tout cas moi j'ai fait pas mal de recherches sur ce sujet ces derniers temps, et du coup ça m'a permis de vous faire un cours. Une bonne synthèse de tout ce que j'ai pu apprendre sur le sujet, y compris vous proposer divers régimes, alors pour hommes et femmes. Alors encore une fois, basé sur les données scientifiques, pas basé sur ma petite conscience ou mes petits avis personnels, non, mais basé sur la science de ce qui se dit, ce qui se sait aujourd'hui. Et j'en ai fait vraiment un cours. Il y a même des petites recettes de cuisine et tout ça à tester pour ceux qui ont envie de varier les plats. Je vous ai mis les points qu'on a vus ensemble. Alors c'est sorti dimanche à 10h, allez le voir, je vous ai mis le lien là dans les notes. Comparer les effets des protéines végétales et animales sur l'hypertrophie musculaire. Découvrez comment un régime végétalien faible en gras peut aider à gérer le poids et améliorer la santé métabolique. Bref, tout un tas de choses, mais surtout ce qui va vous intéresser, c'est que quel entraînement se tourner quand on veut prendre du muscle avec une diète comme ça, un plan de repas pour hommes et femmes cherchant à développer leur masse musculaire grâce à un régime végétarien, et comme je vous disais, quelques petites recettes à aller tester pour varier un petit peu les sources de protéines végétales dans votre diète. Vous n'êtes pas obligé d'être végétarien en fait pour suivre ce cours et voir le PDF et tout. Vous pouvez en prendre par exemple que 2 jours par semaine. Vous dites je fais des journées où ça va être des protéines végétales, ou 1 jour par semaine, peu importe. Ou juste avoir conscience des bonnes associations à faire de manière à pouvoir avoir toujours une option pour votre diète. Et surtout, alors une diète végétarienne, quand on se maintient et tout, c'est facile. Mais quand on souhaite prendre de la masse musculaire, c'est là où ça devient un peu le parcours du combattant. C'est pour ça que je voulais vraiment donner à ceux qui ont fait le choix de faire une diète végétarienne les meilleurs outils pour y arriver, quoi. Donc si ça vous intéresse, allez voir le lien qui se trouve dans les notes de cet épisode. Et sinon, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Bye bye.
Merci d'avoir écouté cet épisode. Alors, avant de partir, j'avais juste quelque chose à vous partager. C'est vrai que vous avez peut-être des temps morts à meubler, que ce soit des temps de trajet dans les transports en commun, du cardio un petit peu long sur un tapis de course, ou alors tout simplement envie de remplacer les programmes que vous avez la soirée pour de l'apprentissage. Vous êtes peut-être adepte des émissions, des documentaires, des reportages, etc. Sauf que dans le monde de la musculation, de la nutrition, du développement, d'un mode de vie sain, etc. C'est un peu maigre en contenu dans les médias grand public. Et donc, ce que je vous propose, moi, personnellement, c'est d'aller faire un tour dans la bibliothèque alors, c'est un Netflix version fitness privée qui vous coûtera moins cher qu'un lavage auto au rouleau par mois. Et là, vous avez vraiment tous les sujets. Alors, c'est plein de cours que je propose. Il y en a déjà plus de 300. Ce sont sur le sommeil, sur les hormones, sur la nutrition. Donc ça peut être pourquoi on a faim, pourquoi on n'arrive pas à tenir un régime, comment faire, quelles sont les solutions, mais aussi d'anatomie pour l'entraînement, des programmes d'entraînement. Donc tout ce qui est lié à la perte de graisse, si vous avez du gras sur le bas du ventre depuis des années, ou alors si vous avez du mal à prendre de la masse musculaire, tous ces sujets du plus connu, entre guillemets, du plus recherché au plus pointu, tous ces sujets sont largement abordés dans cet espace VIP. Donc, pour rappel, pour y accéder, vous avez un lien en description. Si vous ne le trouvez pas, vous allez sur www.fitnessmiss.fr et vous faites devenir membre. Voilà, vous trouverez sur le site. Et vous accédez à ce contenu caché que vous pourrez écouter partout. Voilà, je vous laisse ici. Très bonne fin de journée à tous.